Bonjour Vincent. La 14e édition de Synergie et Résistance vient de s'achever et il y a quelques instants, et je souhaiterais faire le point avec toi des actualités qui ont été présentées et discutées lors de cette dernière édition. Alors tout d'abord, concernant les nouvelles molécules, y a-t-il une actualité intéressante sur ce sujet? Oui, il y avait une actualité très riche cette année avec vraiment beaucoup de molécules qui ont été présentées, qui sont en cours de développement, dans des classes existantes avec des nouvelles anti-intégrases bien sûr, dans des classes anciennes maintenant comme les inhibiteurs de protéases avec des développements d'inhibiteurs de protéases non boostés, sans ritonavir et sans cobicistate, avec des très longues demi-vies extracellulaires et intracellulaires, et probablement une barrière génétique aussi importante. Donc ça, c'est vraiment très intéressant, puisque on sait tous que le problème des inhibiteurs de protéases, c'est surtout le boost. On avait aussi ici présenté des nouvelles classes d'antiviraux, et notamment plusieurs molécules inhibiteurs de maturation qui en fait se fixent sur les sites de clivage de la protéase en empêchant la protéase de faire son travail et de couper GAG. Et plusieurs inhibiteurs ont été présentés avec une efficacité virologique incontestable. Certains ont une demi-vie aussi très longue, et donc ça offre des perspectives d'association aux autres antiviraux ou en utilisation au cours de la PrEP, par exemple, de la pré-exposure prophylaxis pour empêcher les sujets de se contaminer. On avait aussi un grand développement des molécules à longue durée de vie, qu'on peut prendre soit Peros dans certains cas, développé par la société MSD, ou soit en Peros et en injection, comme par exemple le cabotegravir développé par la société Vive Healthcare. Toutes ces molécules sont intéressantes parce que c'est vraiment la porte ouverte à des stratégies de traitement chez des patients, soit en injection une fois par mois, soit peut-être avec la prise d'un comprimé une fois par semaine. Donc très beau développement, beaucoup de choses, très dynamiques, un très bon cru cette année. Oui, une belle cuvée. Une belle cuvée. Sinon, quoi de neuf dans le dépistage, et notamment dans les tests rapides d'orientation diagnostique? Oui, alors on a eu une grosse présentation du professeur Jean-Christophe Plantier sur les performances des tests de dépistage rapide, qui en fait, et c'est très intéressant qu'ils soient évalués sérieusement puisqu'ils ne le sont pas d'habitude, ne sont pas tous d'une bonne qualité. On a vu des tests divers, certains sont enregistrés par les agences du médicament, d'autres pas, d'autres sont accessibles seulement sur Internet, on peut les commander, n'importe qui peut les commander sur Internet. Et donc il nous a été présenté les performances de ces tests qui sont très satisfaisantes pour quelques-uns d'entre eux, mais très peu finalement, et notamment avec un problème très important de capacité de détection des primo-infections, qui est aussi un des problèmes importants dans l'utilisation de ce qu'on appelle les TROD, les tests rapides d'orientation diagnostique, qui sont faits beaucoup aussi en milieu communautaire par des associations. Et c'est vrai que le fait que finalement peu de tests détectent correctement les primo-infections est assez inquiétant quand on va les utiliser de façon... Enfin, on les utilise déjà, mais en tout cas, il faut savoir qu'il y a des faux négatifs avec certains tests. Ensuite, certains tests aussi présentent des problèmes avec certains sous-types de virus. Certains tests détectent tous les sous-types et très bien aussi le VIH2, alors que d'autres tests ne détectent pas tous les sous-types. Et donc, le CNR, le Centre national de référence, qui en fait évalue ces tests, va de façon proactive maintenant mettre en ligne des chiffres mesurés de façon indépendante de performance de ces tests. Et il faut diffuser cette information au niveau des associations qui en fait pratiquent du dépistage hors les murs de l'hôpital, et aussi auprès des cliniciens qui aussi utilisent ces tests dans un certain nombre de cas. On a aussi beaucoup discuté de l'utilisation de ces tests avec des matrices différentes. Souvent, ces tests sont assez bons quand on les utilise sur plasma, et moins bons quand on les utilise sur sang total, et ce qui est pourtant l'utilisation principale dans les tests rapides hors les murs.
Et on a vu aussi que les tests salivaires sont vraiment très peu performants. Enfin, c'est un peu ce qu'on savait déjà. Voilà, donc les TROD, c'est très bien, mais il faut que ce soit évalué correctement et je pense que c'est très utile que ce CNR mette en ligne de façon indépendante les performances des tests. Tout à fait. Alors, après les tests de diagnostic, les nouveautés sur l'épidémiologie. Il y avait une présentation du professeur Francis Barin. Oui, donc on a vu une présentation du professeur Francis Barin, qui est professeur d'urologie au CHU de Tours, qui nous a présenté les résultats de la déclaration obligatoire. Donc c'est un système de recueil de données qui associe les biologistes, les virologues et les cliniciens. En fait, on voit les grandes tendances de ce qui a été montré, c'est que on a un nombre d'infections qui est peut-être globalement en légère diminution, pas assez évidemment, que l'épidémie est toujours très importante chez les MSM. C'est toujours le grand groupe qui représente les nouvelles contaminations, sans malheureusement dans ce groupe voir un infléchissement. Alors là, je crois qu'on a regardé les données jusqu'à 2015. On n'a pas regardé 2016 et 2017, donc on ne peut pas juger des tendances plus récentes. Donc ça, c'est important. On voit aussi une diversité génétique plus grande des virus, puisqu'il y a une sous-étude virologique dans cette déclaration obligatoire, avec une augmentation de plus importante des sous-types non B dans tous les groupes de transmission, que ce soit MSM ou patients migrants, ou enfin voilà. Donc on a un équilibre non B qui augmente avec de plus en plus de non B. Une stabilité, voire une diminution des nouveaux diagnostics de VIH2, légère diminution, et puis toujours très faiblement représenter les virus à sous-type très rares comme le sous-type O ou le sous-type N, voilà, le groupe O, et voilà. Voilà, donc c'était le bilan de la déclaration obligatoire qui en fait a un intérêt épidémiologique très important et permet de suivre de façon très fine en fait ce qui se passe dans notre pays. Et qu'on peut retrouver d'ailleurs, qui est publié dans le bulletin épidémiologique hebdomadaire, en général autour du 1er décembre. Absolument. Concernant la PrEP, quelles sont les actualités? Il y a une présentation sur son déploiement en Île-de-France. Oui, donc la PrEP en Île-de-France se déploie en grande partie dans on va dire un essai d'intervention qui s'appelle Prévenir, qui est un travail conduit par l'ANRS. Alors c'est un programme très ambitieux de déploiement de la PrEP sous certaines conditions, avec plusieurs façons de proposer la PrEP, de l'accompagner, qui vont être testées de façon comparative. Bien sûr, les patients vont être suivis de manière très soutenue, avec bien sûr des dépistages VIH réguliers, mais aussi beaucoup de screening pour les maladies sexuellement transmissibles, afin d'évaluer d'une part si elles vont augmenter ou pas avec l'utilisation de la PrEP, et puis bien sûr de traiter ces patients qui feraient des maladies sexuellement transmissibles. Et il y a plusieurs hypothèses en fait qui vont être regardées. On peut imaginer que au début on diagnostique beaucoup de maladies sexuellement transmissibles parce qu'en fait on amène ces sujets dans des filières de soins alors qu'ils n'y allaient pas avant. Et on peut imaginer qu'après, une fois qu'on aura commencé à traiter massivement et régulièrement les nouvelles MST, à ce moment-là, on est au bout d'un moment une diminution en fait de l'incidence des maladies sexuellement transmissibles. Voilà. Donc on va voir, en fait, il y a beaucoup d'hypothèses qui vont être analysées dans ce travail qui va apporter énormément d'informations. Alors à ce jour, il y a pas mal de centres qui ont été ouverts. Il y a déjà 500 sujets qui sont inclus dans cette étude prospective en Île-de-France. Qui doit en inclure 3000, il me semble. Et qui doit en inclure 3000 au total. Voilà. Quelles sont maintenant les tendances pour les MST, justement ? Alors, les tendances pour les MST, il y a le professeur Nicolas Dupin, qui est professeur de dermatologie à l'hôpital Ternier, qui est venu nous parler des MST en général dans la maladie à VIH, avec surtout, bien sûr, un grand focus sur la syphilis, qui est une maladie sexuellement transmissible hautement contagieuse, qui est très répandue maintenant dans cette communauté. Donc, Nicolas Dupin nous a montré les différentes méthodes diagnostiques, l'intérêt des sérologies, l'intérêt de la surveillance post-traitement avec les sérologies, ce qui finalement n'est pas toujours fait, après traitement par extensiline.
où on doit voir se négativer certains marqueurs. Donc il nous a bien expliqué en fait le positionnement des tests diagnostiques avec leurs limites. On a eu aussi beaucoup d'informations sur les infections à chlamydia et à gonocoque, avec malheureusement une augmentation de tous ces types de MST qui est quasiment parallèle les unes avec les autres. Et on a, enfin, effectivement, je crois que tout le monde est d'accord sur l'importance de dépister plus et de traiter plus pour qu'on puisse aussi envisager de réduire la quantité de sujets porteurs de ces maladies sexuellement transmissibles et donc avoir un impact au bout d'un moment avec, sur l'épidémiologie dans la population générale de ces maladies. Et les tests biologiques rapides ont un intérêt, tu penses Dans les MST, bah, finalement, ils ne sont pas pour l'instant extrêmement développés et au niveau des tests de dépistage du VIH. Hein. Donc c'est vrai qu'on manque encore de tests rapides de dépistage des MST fiables et performants qui permettraient effectivement de faire le diagnostic en consultation. Merci. Et enfin, sur les nouvelles stratégies d'utilisation des antirétroviraux, je crois qu'il y a des nouvelles avancées et la session était assez riche. Oui, alors, donc il y avait pas mal de discussions sur les nouveaux modes d'utilisation des antirétroviraux, avec le standard qui est toujours le traitement en trithérapie associant 3 antirétroviraux, dont personne ne discute l'efficacité aujourd'hui, avec beaucoup de combinaisons différentes très efficaces, ayant chacune des avantages et des inconvénients, de toxicité ou de résistance ou de facilité de prise, etc. Il y a plusieurs pistes en fait pour essayer de changer de type de notre façon de traiter les malades, hein, mais qui sont toujours quasiment en évaluation, mais qu'on voit bien qui pourraient être intéressantes. L'utilisation des bithérapies, donc de ne donner que 2 antirétroviraux au lieu de 3, avec l'idée peut-être de diminuer une toxicité au long cours, peut-être de faire diminuer les coûts du traitement aussi, et puis peut-être finalement se préserver plus d'options futures en cas d'échec, puisque si on n'en met que 2, on peut au maximum devenir résistant à 2 et on ne peut pas être résistant à 3. On a beaucoup discuté tout ça. On peut aussi voir les choses d'une autre manière, avec peut-être plus de résistance en bithérapie en cas d'échec qu'en trithérapie. Donc finalement, ça c'est un peu le raisonnement inverse. Ce qui a été beaucoup discuté, c'est chez quel type de malade. Est-ce que c'est une stratégie qu'on doit en fait voir de façon très large dans la population générale, dire que le gold standard, ça va être de traiter les gens en bithérapie, ou alors, et c'est plutôt ce qui était le consensus, de dire qu'il va falloir individualiser chaque patient. Il y a des patients pour lesquels la trithérapie sera probablement le meilleur traitement et des patients pour lesquels la bithérapie sera aussi un traitement plus intéressant. On a discuté aussi du fait de savoir s'il faut démarrer en tri et ensuite alléger en bi ou démarrer d'emblée en bi. On sent bien que l'initiation du traitement en bithérapie, pour l'instant, la majorité des cliniciens se posent des questions et donc on attend les résultats d'essais de grande taille, notamment avec la combinaison de dolutegravir 3TC, pour voir si en fait, ces stratégies ont un avenir ou si on va les utiliser simplement après une induction en trithérapie. Mais on s'oriente vraiment là vers un traitement plus personnalisé. Voilà, tout à fait. Hein. C'est vraiment le consensus. Il y a beaucoup d'options maintenant. Il y a beaucoup de types de malades différents et je pense que justement l'intérêt de la clinique va être dans le choix du traitement par rapport aux malades. Et c'est vraiment comme ça qu'il faut voir les choses. Alors, ce qui a été discuté aussi, c'est dans les nouvelles stratégies, c'est l'utilisation des antiviraux à longue durée d'action. Comment on va les utiliser? Une injection par mois, une injection tous les 2 mois. Là aussi, à quel type de patient ça s'adresse? Est-ce que c'est pour les patients moins observants? Quels sont les risques en matière de résistance? On sait que les demi-vies sont plus longues, mais on ne contrôle pas. Mais elles sont aussi très variables d'un individu à l'autre. C'est ce qui explique les pharmacologues. Donc on ne sait pas très bien non plus si on fait prendre des risques ou pas aux patients en matière d'acquisition de mutations de résistance. Donc c'est très intéressant d'essayer d'imaginer chez quel type de patients vont servir ces molécules à longue durée d'action. On peut imaginer un comprimé par semaine comme le Lariam pour le paludisme, mais on sait aussi très bien avec ces expériences du paludisme
que ça convient à un certain type de personnes et pas à d'autres. Je crois qu'on est un peu dans les mêmes réflexions comme tous les traitements de maladies au long cours. Et enfin, et pour finir sur les stratégies, la question de savoir si on ne peut pas donner des traitements 5 jours sur 7, 4 jours sur 7. Il y a un gros essai de l'ANRS qui s'appelle Quatuor qui a démarré, où en fait on teste ce type de traitement avec l'idée qu'on donne des médicaments par exemple pendant la semaine et qu'on ne les donne pas pendant le week-end. Donc avec une fenêtre thérapeutique le week-end. Les essais préliminaires ont montré que ça avait probablement une efficacité virologique satisfaisante. Là on est en trithérapie. Hein. Mais donc il y a un essai prospectif qui va l'évaluer sérieusement et c'est une bonne chose puisqu'on ne sait pas trop en fait pour l'instant si c'est une stratégie qui est intéressante ou pas. Là aussi, il va falloir qu'on détermine bien à quel type de patient ça s'adresse. Intuitivement, on a quand même l'impression qu'il faut le donner qu'à des gens assez observants parce que si on donne que 5 jours sur 7 et qu'on commence à être inobservant en plus, ça va quand même être compliqué. Voilà, donc c'est aussi les résultats Et puis on ne sait pas non plus si toutes les classes de molécules sont aptes à faire ça, ou si toutes les molécules au sein d'une classe sont aptes à faire ça. Voilà. Donc assez passionnant, beaucoup de pistes de réflexion et de travail. Écoute, merci beaucoup Vincent pour ce résumé de cette dernière édition de Synergie et Résistance qui était vraiment passionnante cette année. Et nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine à Aix-en-Provence. Au revoir. Au revoir.